Bonsoir, lundi 16 décembre, bienvenue dans le 7-8 journal de la rédaction de TV78. Voici les titres de cette édition. Élue pour la première fois en 2012, elle brigue un troisième mandat. Joséphine Coleman-Berger sera bien candidate au municipal à Plaisir. La maire sortante a lancé sa campagne en fin de semaine dernière. Noël, un moment festif qui peut virer au drame entre illumination du sapin, utilisation des bougies et surcharge électrique. Les risques d'incendie sont nombreux en cette période. Tous les conseils pour éviter les incidents avec le lieutenant-colonel Sébastien Frémont du 1078. Et puis, découverte de ce nouveau lieu culturel à Versailles, la fontaine implantée au cœur des carrés Saint-Louis devient le Cube, un espace dédié aux expositions, notamment de bandes dessinées, avec un focus en ce moment sur Antoine de Saint-Exupéry. Et tout à l'heure, dans ce journal également, ce qu'il faut retenir des résultats sportifs du week-end dans le département. Le 12e jour de grève contre la réforme des retraites, les perturbations ont été nombreuses ce matin. Regardez cette carte du réseau citadin, 6h47, déjà 330 km de bouchons cumulés en Ile-de-France. Le pic de la matinée a été enregistré à plus de 600 km de trafic dans la région, presque autant que lundi dernier, qui reste le record de l'année en la matière. Galère aussi dans les transports en commun et notamment sur le réseau Skibus qui dessert l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Vous allez peut-être le voir sur ces images. Ça y est, à l'initiative de la CGT cheminot, le dépôt des cars à Trappes a été bloqué en début de journée. Résultat, un trafic perturbé dès 7h du matin avec une reprise progressive un peu avant 10h. Et demain, ça ne risque de ne pas s'arranger. Une nouvelle mobilisation est prévue dans les rues de Paris à l'appel de plusieurs syndicats, dont les organisations réformistes de la CFDT, la CFTC et l'UNSA qui se sont jointes au mouvement. Restez avec nous à la fin de ce journal. Le point sur vos conditions de circulation dans les transports en commun pour cette journée de mardi. Elle se lance donc pour un troisième mandat. L'actuelle maire de Plaisir, Joséphine Coleman-Berger, a annoncé sa candidature vendredi dernier pour les élections municipales de 2020. Entre la défense de son bilan et la proposition de nouveaux projets, elle présente une liste d'ouverture politique. Nicolas Landry. La presse locale invitée dans sa permanence pour l'annonce de sa candidature, la maire de Plaisir, Joséphine Coleman-Berger, se lance dans la campagne pour les municipales. Objectif, briguer un troisième mandat après avoir été élue maire en 2012 et sa réélection en 2014. Il y a un bilan important qui a été fait par l'ensemble de l'équipe sur une mandature complète. Et ce bilan mérite aujourd'hui, je pense, véritablement d'être continué. Nous avons mis en place de grands projets qui sont des projets structurants de la collectivité. Cette dynamique, il faut la continuer. Mais en même temps, on a entendu que ce désir de bien-être, de ville nature, de ville humaine, de ville également entreprenante et puis de ville aussi responsable, tous ces mots, ce sont des mots forts, mais des mots que l'on retrouve aujourd'hui dans une vraie volonté de notre population. Ville, nature, humaine, responsable et entreprenante, les 4 axes du projet de la candidate en cours de finition. Sa liste déjà complète sera renouvelée à 50% par rapport à 2014. Autour de moi, j'ai une série de personnes qui sont très diverses et variées, des non-inscrits et aussi des personnes qui vont dans divers mouvements qui aujourd'hui se sont rapprochés de nous et nous avons une ouverture totale à divers mouvements. Les plus jeunes ont 20 ans déjà. On a énormément de personnes entre 20 et 35 ans. On s'est rendu compte en regroupant toutes ces personnes qu'il y avait des personnes qui étaient représentatives de tous les quartiers de la ville et Dieu sait si Plaisir est grand. La liste et le programme seront présentés au mois de janvier 2020. Pour le moment, face à elle, Patrick Ginter, ex-membre de la majorité municipale, s'est lancé avec une liste intitulée « Remettons Plaisir en marche ». Avoir confiance en son équipe, gérer des situations de stress, des cas de figure que connaissent les chefs d'entreprise, mais aussi les pilotes de chasse, des liens développés la semaine dernière dans une conférence assurée par Bertrand Nivard, l'ancien leader de la Patrouille de France, était l'invité du MEDEF des Yvelines, Mélanie Poquet et Nicolas Dandry. L'armée de l'air, Bertrand Nivard l'a connu pendant 16 ans. 3000 heures de vol, dont plusieurs comme leader de la Patrouille de France. Une expérience qu'il met en parallèle avec le rôle d'un chef d'entreprise. C'est lui qui donne un peu le là, la cadence, la musique. Il doit faire preuve d'innovation, d'être créatif et puis susciter l'adhésion. Donc c'est une place assez difficile. Aujourd'hui pilote de ligne sur A320 après un passage dans la sécurité civile. Il était invité par le MEDEF Yvelines à partager son expérience. Valeurs humaines, confiance en les autres membres de l'équipe, pilotes et mécaniciens.
Le parallèle il est à faire avec le monde de l'entreprise et le chef d'entreprise il est évident. Le chef d'entreprise il est là pour fédérer. Alors il est là pour fédérer son équipe, il est là aussi pour fédérer ses clients, il est là pour fédérer un tas de monde autour de lui qui est susceptible en fait de réussir sa mission. Et aussi le chef d'entreprise accessoirement il est un peu assujetti au stress, donc il avait aussi besoin d'avoir d'autres expériences. Une conférence pour parler aussi de l'esprit de performance, une notion qui importe à la section yvelinoise du MEDEF. L'organisation patronale qui a profité de la soirée pour tenir son assemblée générale puis son conseil d'administration. Au programme, l'élection du nouveau président du MEDEF Yvelines et de ses vice-présidents. Le chef d'entreprise Zachary Hardy a été désigné. Il succède à Bertrand Decré en poste depuis 2011. Pour son mandat de 3 ans, le néo-président s'est fixé 6 axes prioritaires. Les principaux, ils sont présentés au micro de Nicolas Dandry. Les axes prioritaires, c'est les adhésions, parce qu'il faut développer les adhésions. Également, nous avons l'animation des commissions, les commissions pour mener un certain nombre de sujets, comment développer un business model respectueux de l'environnement, comment s'adapter aux nouvelles technologies, l'IA, la blockchain, etc. Nous avons également un autre axe prioritaire qui est celui de l'organisation et du contrôle interne, parce qu'une organisation patronale comme la nôtre doit être éthique, doit respecter certaines règles, doit notamment défendre ce qu'on appelle l'économie inclusive. L'économie inclusive, c'est on laisse personne sur le bord de la route. Voilà, donc tous ces thèmes-là qui vont être un peu notre priorité. Dans un peu plus d'une semaine, c'est Noël, moment de féerie et bien apprécié des petits et grands avec les traditionnels sapins et décorations. Mais gare aux incendies dont le risque est accru en cette période. On en parle avec le lieutenant-colonel Sébastien Frémont. Bonsoir. Bonsoir. Chef du groupement prévention du SDIS 78, c'est le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines. En ces temps de fête de fin d'année, les interventions des pompiers pour des incendies domestiques, est-ce qu'elles sont en augmentation ? Alors en fait, le nombre d'incendies domestiques, il y a une relation plus ou moins directe avec la température. Plus le temps est froid et plus le risque de danger d'incendie domestique augmente. Parce que les gens se chauffent plus, ont donc davantage recours à des appareils de chauffage et de ce fait, potentiellement, des risques d'incendie plus importants apparaissent en période hivernale. Donc ça veut dire, on l'explique, cette augmentation par des facteurs à risque qui sont plus nombreux. Là, il y a en plus les sapins qui sont très inflammables. Il y a aussi un manque de vigilance aussi de la part de certaines personnes. C'est-à-dire que l'esprit festif, parfois, fait qu'on fait peut-être un petit peu moins attention à des éléments, finalement, de base, j'ai envie de dire, pour éviter qu'un sinistre ne survienne. Et effectivement, du coup, il est bon de rappeler un certain nombre de précautions et de règles de bon sens. Ça, c'est important de faire de la prévention en cette période. De la prévention, de la sensibilisation, j'ai envie de dire, du public, et tout particulièrement des enfants. Vos auditeurs ce soir, s'il y a un message à passer, c'est bel et bien de faire attention à vos enfants, à nos enfants, parce que parfois, quelques minutes, secondes même d'inattention, un enfant en bas âge va jouer avec des allumettes si elles sont à portée de main ou un briquet, et pour peu qu'il joue à proximité du sapin, et malheureusement, ça peut être le drame en quelques secondes. Justement, le premier danger, il vient du sapin ou l'installer dans la maison ? La première règle, c'est de l'installer le plus loin possible, j'ai envie de dire, d'une cheminée à foyer ouvert lorsqu'il y en a une dans le salon, parce que, en fonction des essences de bois, le bois qui brûle parfois peut produire des escarbilles enflammées qui sont projetées en dehors du foyer, et si le sapin se trouve dans un périmètre relativement réduit, malheureusement cette escarbille peut arriver sur le sapin et l'enflammer quasi instantanément. Un sapin qui brûle, c'est en 10 secondes, c'est une torchère. Et l'idéal, c'est de le maintenir aussi hydraté. Alors, dans la mesure du possible, placer un torchon mouillé sous le sapin ou peut-être une coupelle qui permet de l'hydrater, parce qu'un sapin sec est encore plus inflammable, c'est ça ? Tout particulièrement, j'ai envie de dire, les épicéas. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit les gens ont recours à des sapins dits Norman, qui sont plus résistants à la chaleur, et parce que les épines se tiennent mieux, et de ce fait résistent plus potentiellement au risque d'incendie. Mais les épicéas tout particulièrement, effectivement, il convient de mettre au pied un linge humide afin de retarder finalement l'assèchement des épines, parce que vraiment l'épicéa, quand ça s'enflamme, c'est de l'ordre de 5 à 10 secondes, et c'est une torchère.
Et c'est un moment aussi où on a envie d'allumer des bougies dans sa maison. Voilà, c'est beau la bougie, ça parfume aussi. Bref, plein de raisons de les mettre. Il y a aussi une vigilance à avoir sur ces bougies. Tout particulièrement, j'ai envie de dire, dans notre département, puisque en 2002, à Saint-Nom-la-Bretèche, un drame familial, des enfants, des adolescents réunis dans une maison, et puis ils font la fête, certainement consomment un petit peu d'alcool, puis s'endorment en laissant des bougies décoratives brûler toute la nuit, et malheureusement au petit matin c'est le drame. Les bougies finissent par enflammer ce sur quoi elles étaient posées et produisent un incendie au rez-de-chaussée, et de cet incendie on relèvera une jeune adolescente de 17 ans décédée à l'étage parce qu'elle n'a pas pu tout simplement s'échapper avant que le feu ne prenne une ampleur, et surtout la fumée, la toxicité des fumées qui a gagné l'étage et qui ont fait que cette pauvre jeune fille est décédée. Et c'est d'ailleurs ce drame qui est parti toute la réflexion sur la loi qui impose aujourd'hui d'avoir un détecteur de fumée dans sa maison. D'ailleurs, c'est aussi le moment de vérifier son détecteur de fumée. Complètement. Alors, en effet, il y a une loi de 2010, qui est la loi dite d'ailleurs Pierre Morange, du nom d'un député des Yvelines à cette époque, qui impose que chaque logement en France soit pourvu au moins d'un détecteur autonome avertisseur de fumée. Ça sauve des vies, ça coûte une dizaine d'euros. Et la seule bonne question, j'ai envie de dire malheureusement, c'est se poser la question, est-ce que la vie de mes enfants, la vie de mon conjoint vaut plus ou moins 10 euros ? Voilà, vos auditeurs ont la réponse à cette question, et en tout état de cause, c'est la loi. Il faut absolument installer un détecteur chez soi, ça sauve des vies. Un dernier mot sur l'installation électrique, forcément avec la présence de guirlandes lumineuses, de décorations et aussi de décorations au sein de la crèche, ça va multiplier les branchements électriques. Là, quelle vigilance il faut avoir sur cet aspect ? Éviter d'avoir recours à des multiprises en trop grand nombre, et surtout à brancher trop d'appareils sur une même multiprise, parce que ça risque d'occasionner en fait des surchauffes, et ce sont ces surchauffes, lorsque le courant va forcer pour passer d'un conducteur à un autre, qu'il va occasionner des surchauffes, et cette surchauffe est potentiellement à l'origine d'un début d'incendie, puisque la chaleur risque de mettre le feu à l'isolant, au plastique qui va entourer le conducteur, et pour peu qu'on ait soit un tissu, un rideau à proximité, et a fortiori malheureusement un sapin, et là bien sûr le drame, c'est le drame assuré, quoi. Eh bien, merci pour tous ces bons conseils, Sébastien Frémont. Je rappelle que vous êtes le chef du groupement prévention au sein du SDIS 78, le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines. Merci beaucoup. Petite pause culturelle à présent dans ce journal au cœur des carrés Saint-Louis à Versailles. Cet espace est resté fermé 3 ans. Le Cube est un nouveau lieu dédié à des expositions. En ce moment, d'ailleurs, c'est une expo Saint-Exupéry, le Seigneur des Sables, qui a pris place. Le reportage de Mathilde Demy. En 1766, à Versailles, sont construits les carrés de Saint-Louis, un édifice qui accueillera des abreuvoirs, une fontaine d'eau potable, mais aussi un château d'eau au temps de Louis XV. La mairie récupérera le bâtiment dans les années 30, qui deviendra un cabinet d'architectes. Aujourd'hui, le Cube est devenu un nouvel espace dédié à l'art. Ça faisait donc pas mal d'années que cet espace était entre guillemets abandonné. Et donc là, on est en train de le retransformer, je dirais, en lieu d'accueil, en lieu d'exposition. Donc ça permet comme ça de revivifier à la fois la place et de revivifier en plus, je dirais, le quartier qui demande que ça. Avant d'en faire une salle d'exposition, le Cube a été fermé pendant 3 ans. Toute l'année, la galerie recevra différents artistes pour des expositions, mais aussi des ateliers pour les enfants et des ateliers lecture. Énormément de Versailles ne connaissent pas l'intérieur de ce lieu. Tout le monde passe devant sans savoir ce qu'il en est. Et c'est un lieu qui est vraiment atypique, avec une architecture moderne à l'intérieur, alors que le bâtiment est vraiment du XVIIe, assez ancien. Depuis le début du mois de décembre, 40 dessins sur la vie de Saint-Exupéry, faits par l'artiste Cédric Fernandez, sont proposés au public dans cette nouvelle adresse culturelle. Et dans cette exposition sont proposés des dessins originaux. Ce sont les véritables planches de l'artiste, avec lesquels il a travaillé pour faire donc ces 3 volumes de Saint-Exupéry. On y retrouve évidemment le monde de l'aviation. Voilà, tous les éléments autour de Saint-Exupéry sont proposés à la fois en dessin noir et blanc, mais aussi des illustrations couleurs. L'exposition Saint-Exupéry, le Seigneur des Sables, est disponible jusqu'au 28 décembre au Cube.
Un événement solidaire, c'était samedi à Morpa. L'association Hadès Bani a organisé sa soirée de gala. 2 invités pour revenir sur cet événement. Séni Silla, bonsoir. Bonsoir. Président de cette association, et Sekou Fadiga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre actif de cette association. Alors Hadès, je précise que ça veut dire aide au développement, à l'éducation et à la santé. Bani, c'est un village du Sénégal qui est situé dans la région de Tambacounda. Déjà, présentez-nous ce village. En fait, Bani Israël, comme vous venez de dire, donc c'est Bani Israël, Bani Israël, voilà. Donc, complet. Bani Israël, donc c'est un village qui se situe dans la région de Tambacounda, exactement au nord du Sénégal. Donc voilà. Hadès, donc c'est aide au développement, à l'éducation, à la santé de Bani. Donc ça a été créé en 2014 pour subvenir aux besoins du village où on est d'originaire au Sénégal. Donc c'est avant tout ça, les objectifs de l'association, c'est d'aider à des projets sur place. C'est récolter des fonds et puis voilà, comme il a dit, subvenir aux besoins du village. Voilà, et pourquoi du coup ce village, vous êtes vous-même originaire de ce village de Bani? C'est le village, oui, d'où on est originaire en fait du Sénégal. Et c'est un village qui est un peu loin en fait des capitaux, enfin de la capitale et du capital régional aussi, qui est de Tambacounda. Donc c'est une région, enfin c'est une commune qui est très très diminuée. Donc voilà. Donc c'est au sein de la région de Tambacounda, dont la capitale a le même nom, c'est la ville de Tambacounda. C'est un lieu qui est, on va dire, un peu enclavé. Au Sénégal, on va dire, on n'est pas très reconnu par le gouvernement. Et nous sommes en train de faire des efforts, manifester, montrer au gouvernement sénégalais qu'on est présent, et voilà, pour prendre le village en considération. Et exactement ça, avec tous les tournois qu'on a fait, à chaque fois on invite au consulat et pas mal de gens très connus au Sénégal pour qu'ils puissent reconnaître notre village. Et quelles sont les urgences, si je puis dire, sur place? Quels sont les projets qu'il faut développer sur place à Bani Israël? Comme signifie, c'est plutôt le développement, l'éducation et surtout la santé. Surtout la santé, donc, qui est très très important parce que souvent, comme je vous disais, donc, on est loin de la capitale régionale qui est Tambacounda. Et encore plus loin de la capitale voilà, la capitale du Sénégal. Même, du Sénégal, pardon. Et de Dakar. Donc, l'hôpital, enfin, c'est un centre de santé qui est là-bas. Mais souvent, comme vous savez, donc, il y a beaucoup de manquements et les routes ne sont pas aussi bonnes. Et c'est un village où on n'a même pas d'ambulance pour transporter en cas d'urgence les malades vers Tambacounda. Donc notre combat, c'est vraiment l'éducation, santé et le développement. Donc il y a de vrais projets à développer sur place. Pourquoi justement ça vous tient à cœur, tout en étant en France, de continuer à contribuer pour ce village dont vous êtes originaire? Écoutez, déjà comme on est originaire, donc on a tous vécu là-bas. Donc moi j'ai une sensibilité. Voilà, donc je suis né ici, mais j'ai grandi là-bas. Donc je sais comment ça se passe et je me dis donc ça me tient vraiment à cœur de subvenir aux besoins. Donc si on peut. Et malheureusement tout seul je peux pas. Et la seule solution, c'est de créer une association ici, comment ça s'appelle, avec les gens qui sont d'origine de là-bas. Fédérer des personnes originaires du Sénégal, de Bani Israël, exactement. Donc pour subvenir aux besoins. Donc voilà. Là actuellement, donc on est quand même en collaboration avec le maire de la commune et tout ça, et pour un centre de santé. Donc, très bien. Là, c'est le projet. Donc ça, c'est le projet phare en ce moment, c'est ce centre de santé à Bani. Donc je rappelle que l'association a été créée en 2014. Si on revient déjà aussi sur la soirée de gala que vous avez tenue, donc c'était à Morpa. Alors l'association est basée à Trappes, mais vous avez organisé votre soirée à Morpa, 2e édition. C'est important de proposer cette soirée justement pour récolter des fonds? Oui, c'est une soirée qui est moins de recherche en fait. On va dire d'argent pour subvenir aux besoins, bien sûr. Donc là, on a pris la salle à Morpa parce que sur ce qu'on trouve à Trappes, en fait, c'est des salles qui sont ouvertes jusqu'à minuit. Et nous, par les gens qui viennent un peu de partout, donc c'était un peu compliqué de fermer à minuit. Donc c'est pour ça qu'on a pris la salle à Morpa. Et bien sûr, oui, c'est moins de recherche de fonds pour subvenir aux besoins. Oui. Un moment festif et c'est aussi solidaire du coup cette soirée. C'est une soirée solidaire, bien sûr, mais on ne fait pas que le gala. On a déjà fait des tournois de foot, des barbecues à la base de loisirs pour récolter. En fait, on cherche toutes les sortes d'activités pour récolter le maximum de fonds. Quoi. Donc, très bien. Voilà. Et si vous faites le bilan sur cette soirée, comment ça s'est déroulé, cette 2e édition? Déjà mieux que l'année précédente. C'était une soirée, on va dire, spéciale. On a vraiment acquis pas mal du monde. On était très contents et je pense que financièrement aussi, ça doit être quelque chose
Ouais. Vous avez une idée des montants récoltés pendant la soirée ou pas encore? Il faut faire tous les comptages. Là, les trésoriers sont sur les dépenses et les bénéfices qu'on a eu en fait. Donc, on pourrait donner des montants approximatifs, mais pas définis en tout cas, définitifs plutôt. Donc voilà. Mais en tout cas, comme il disait, donc oui, ça a été une soirée réjouissante en côté humanitaire et tout ça, et côté aussi populaire par rapport à l'année dernière. Donc cette année, on a eu un peu plus de monde qu'à l'année dernière. Et ça, en tout cas, ça nous a vraiment touché pour les gens qui nous soutiennent, quoi. Et on peut continuer à soutenir votre association, continuer à rester informé sur votre association en se rendant sur la page Facebook qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Sénissila, merci Sekou Fadiga, que vous êtes membre actif de l'association, président de l'association Hades Bani, et je le rappelle, qui aide à plusieurs projets dans ce village Bani Israël, et c'est au Sénégal. Merci à vous deux. Merci. Autre événement à vocation solidaire, un stage de kung-fu traditionnel se déroulait hier dimanche à Villepreux, un rendez-vous au tarif libre pour aider les réfugiés tibétains accueillis jusqu'à jeudi dernier dans la commune. On revient sur ce stage avec Manon Varaldo. Ghislain Quen vit à Taïwan. Il s'est déplacé spécialement pour enseigner le kung-fu traditionnel à Villepreux. C'est difficile parce que ça a l'air facile. Quand on le voit, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de choses très très spectaculaires. Ce qui est difficile, c'est que ça demande beaucoup de force dans les jambes, puisqu'on va utiliser les jambes, les hanches pour tourner, pour frapper. Ce qui est difficile aussi, c'est apprendre à respirer quand on frappe. Et il faut être un petit peu souple. Cet expert 3e dan international transmet les clés du kung-fu aux 50 participants. Il est le représentant européen de maître Lu Menrui. Je suis un amoureux des arts martiaux, plus particulièrement du kung-fu. Je commence à me diversifier un peu, mais de base je viens du kung-fu et donc du wushu que j'ai pratiqué pendant pas mal de temps en parallèle de la boxe. Et là aujourd'hui, personnellement, c'est un grand jour pour moi parce que je retrouve énormément de gens justement de ce milieu. C'est à la fois une journée de retrouvailles, une journée de partage et aussi une journée d'entraînement. Donc je suis venu à la fois pour les gens et pour l'entraînement. Je suis extrêmement contente de pouvoir repratiquer des bases d'arts martiaux traditionnels chinois, sachant que c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à trouver, y compris en région parisienne, y compris en France, et que même en Chine, ça commence à disparaître un peu. Cette journée était organisée par Prefight pour aider les réfugiés tibétains de Villepreux, partis jeudi. Le tarif de ce stage était libre. On connaît bien la cause des Tibétains et on était particulièrement sensible à leur venue. Et on a voulu faire un moment de partage avec eux, malgré qu'ils sont partis jeudi dernier à Mantes-la-Ville. Les recettes perçues lors de ce stage iront intégralement à l'association ACR au profit des réfugiés tibétains. Allez, tout de suite, les résultats sport du week-end avec Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste sport de la rédaction. Du football pour commencer avec le championnat de Régional 2. Un derby yvelinois pour terminer l'année 2019. Quoi de mieux? Trappes recevait l'équipe 2 de Versailles à l'occasion de la 10e journée de Régional 2. Après une fin de match à suspense, les trappistes arrachent finalement le match nul. Score final à 1 but partout. On écoute les réactions. On est rentré en deuxième mi-temps avec un visage un peu plus conquérant et on avait à cœur de ramener au minimum ce point du match nul. C'était un match engagé pour les deux équipes qui jouent le maintien. Donc on savait que ça allait être un combat assez difficile, qui plus est avec un terrain très compliqué. Donc le résultat nul me semble logique. Après ce résultat, Trappes est toujours sous la menace d'une relégation en fin de saison. Les trappistes pointent à la 10e place sur 12 équipes engagées. Mais l'équipe termine l'année sur une note positive. Depuis le retour sur le banc d'Hicham Zerdi, Trappes reste sur une série de 2 victoires et 2 nuls en 4 matchs. Et le championnat reprendra le 19 janvier, le championnat de Régional 2, avec un match face à Ozoir. On parle maintenant handball, l'heure du bilan pour Montigny-Bretonneux sur cette première partie de saison. L'heure du bilan, on jouait ce week-end le dernier match de l'année du côté de Montigny-Bretonneux. Les féminines ont fait plaisir à leurs supporters présents en leur offrant une belle victoire contre les premières du classement Tôle-Carantec. Le score 35-28. Cette victoire permet à l'équipe de terminer 3e du classement avant Noël. On écoute le président, il nous dresse son bilan de cette première partie de saison.
On aurait pu faire mieux, on aurait pu tout gagner. On aurait pu tout gagner, mais on a eu également deux travers. On a rencontré l'équipe d'ici Paris de réserve où en fait l'équipe pro ne jouait pas et avec des descentes de joueuses professionnelles qui nous ont pas fait que du bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Montigny-le-Bretonneux reprendra le 5 janvier prochain contre Marcel Vernon. Merci Mickaël pour ces résultats et on en retrouvera d'autres encore dans votre émission le 7-8 Sport dans un instant sur TV78 et vous dresserez aussi, c'est la dernière émission de cette année 2019, un bilan sportif des clubs yvelinois. Ce sera tout à l'heure sur TV78. Avant de refermer ce journal, le point sur vos conditions de circulation demain mardi dans les transports. Plusieurs syndicats, je vous le disais au début de cette édition, seront mobilisés contre la réforme des retraites. SNCF et RATP conseillent d'ores et déjà de ne pas se rendre en gare demain. Les perturbations seront nombreuses, un Transilien sur 5 annoncé. Le trafic de la ligne U sera de nouveau totalement à l'arrêt. Pas de train entre les gares de La Défense et de La Verrière. Pour la ligne N, un train toutes les 30 minutes entre Rambouillet et Paris-Montparnasse aux heures de pointe. Amplitude horaire légèrement réduite, tout comme sur l'axe Plaisir-Grignon. Pour les lignes de RER, pas ou peu de changements. Un train sur 2 en heure de pointe sur le RER A, un train sur 3 pour le RER B. L'interconnexion est toujours interrompue en gare du Nord. Enfin, aucun train ne circulera encore sur le RER C entre Paris-Austerlitz et les gares de Versailles-Chantier, Versailles-Rive-Gauche et Saint-Quentin en Yvelines. Notez également que le trafic du T6 passant par Vélizy et Viroflay sera réduit de moitié, un tram sur 2 et des retards et perturbations sont également probables sur le réseau des skibus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à tous sur TV78.